Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Alors c'est totalement faux, parce qu'on va parler des compilateurs. T'es conscient qu'à ce rythme là tu vas devoir refaire une vidéo spéciale 10 abonnés mais dans l'autre sens? Alors, je me doute d'expérience que la plupart des gens se foutent complètement de savoir comment leur code est compilé. Mais, alors, c'est peut-être juste mon cas, mais quand on me donne une boîte noire et qu'on me dit tu mets ton code d'un côté, ça sort un programme de l'autre, ben, ne serait-ce que par simple curiosité, parce que j'aime bien savoir comment les choses marchent, mais aussi parce que je pense que savoir comment fonctionnent les outils qui travaillent sur notre code, ça permet d'écrire du meilleur code. Alors, le problème évidemment, c'est qu'il y a une très large variété de langages, donc une très large variété de langages compilés et une aussi large variété de compilateurs, qui bien entendu fonctionnent tous différemment. D'ailleurs, même des compilateurs qui compilent le même langage, comme GCC et CLang, fonctionnent de manière assez différente. Toutefois, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on va dire qu'on peut généraliser pour tous les compilateurs. C'est ce que je vais essayer de faire, mais pour pas que ça reste trop théorique, je vais prendre deux exemples concrets. Tout d'abord, on a du code en C compilé avec CLang, et donc l'infrastructure LLVM. Classique. Ensuite, on va avoir du JavaScript compilé avec V8. JavaScript compilé. Je vous laisse le temps d'assimiler, hein. Si vous pensiez encore que le JavaScript est interprété, dites-vous bien que faire tourner des frameworks comme Angular ou React avec un interpréteur, on fait pas, hein. Actuellement, tous les navigateurs compilent le JavaScript en code machine avant de l'exécuter avec un compilateur, ce qu'on appelle just-in-time. Mais bon, on verra ça plus tard. Déjà, on va parler d'architecture. Le modernisme est un courant architectural qui a vu le jour au début du XXe siècle, mais qui a été popularisé, on va dire, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se distingue par son usage du béton, de l'acier et du verre, et non, c'est pas la bonne fiche. Je vous ai dit au début que la plupart des compilateurs sont une boîte noire. En réalité, on peut dire que c'est plus une chaîne d'assemblage, où chaque opération va prendre le résultat de l'opération précédente, appliquer une transformation et la passer à l'opération suivante. Si on généralise sur tous les compilateurs, la plupart suivent ce schéma-là. J'aurais peut-être dû mettre une alerte spoiler. On s'en passera. Alors la toute première étape, c'est ce qu'on appelle le tokenizer ou lexer. Son but, c'est simplement de prendre le code et de le rendre utilisable par le reste du programme. Parce que malgré toutes les expériences qui ont été faites dans ce domaine, on s'est aperçu que la manière la plus pratique d'écrire du code, c'est encore de taper du texte. Sauf que comme tous les programmeurs qui ont déjà bossé avec une chaîne de caractères le savent, il n'y a rien de plus chiant qu'une chaîne de caractères. C'est incroyable. Du coup, le rôle du tokenizer, c'est de transformer notre liste de caractères texte en une liste d'objets qui sont plus pratiques à utiliser. C'est ce qu'on appelle des tokens ou des lexems. Alors en général, c'est une énumération qui définit tous les éléments qu'on peut trouver dans le code, qu'on peut diviser en quatre catégories. Ouais. On va avoir les mots-clés, donc les mots réservés au langage. Ensuite, on a les symboles qu'on peut sous-diviser en deux catégories, ceux qui sont par paire, genre les crochets, les parenthèses, les accolades, et ceux qui vont tout seuls, comme les points, les virgules, les points-virgules, oui. Ensuite, on va avoir des identifieurs qui sont des mots, mais qui n'ont pas de valeur particulière pour le langage. En général, c'est les noms des fonctions, les noms des variables, ce genre de choses. Et enfin, on a des valeurs littérales, qui sont des valeurs qui ne sont pas importantes pour le compilateur, mais qui sont importantes pour le programme, c'est-à-dire les nombres, les chaînes de caractères, ce genre de construction. Une fois que le tokenizer a détecté tout ça, on a donc une liste qui va être passée à l'étape suivante, le parseur. Alors le mot parseur, je pense que vous devez déjà le connaître parce qu'en fait c'est le premier module du compilateur qui commence vraiment à vérifier notre code et donc à nous jeter si on fait de la merde. Sauf que, à part renvoyer des unexpected tokens, le parseur il a un vrai boulot. C'est de prendre notre liste de tokens, qui est donc une liste plate, et d'en faire une donnée plus structurée. Et en fait, il va générer ce qu'on appelle un abstract syntax tree, donc AST pour en faire court, qui, comme son nom l'indique, est un arbre qui représente la syntaxe de notre langage. En général, on va avoir le nœud racine, c'est le fichier de code, et puis ensuite on a des items dedans, comme des fonctions. Chaque fonction, elle a un nom, des paramètres, un type de retour, et puis un body, qui est une liste de ce qu'on appelle des statements, qui eux-mêmes sont une ou plusieurs expressions reliées ensemble. Donc on a comme ça une donnée qui est structurée et qu'on peut plus facilement analyser, ce qui tombe bien parce que l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle l'analyse sémantique. Et donc justement, le but ici, c'est d'analyser le code et de vérifier qu'il est valide. Alors pour faire ça plus efficacement, en général, l'analyse sémantique va construire deux graphes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le control flow graph, et donc il va représenter les différents statements du programme par des nodes, et les relier entre eux pour dessiner les fils d'exécution possibles du programme.
Ça permet très rapidement de détecter le code mort qui ne peut jamais être appelé, donc de le supprimer. On a un deuxième graphe qui est un graphe, donc c'est un peu similaire, mais celui-ci on l'appelle le data flow graph et il représente les déplacements de données à l'intérieur de l'application. Il sert par exemple à savoir pour une variable d'où vient sa valeur, quelles sont toutes les origines possibles, ce qui est très utile pour la vérification du typage statique. Alors, une fois qu'on a vérifié notre code et qu'en plus on a généré tout plein de métadonnées très pratiques, on peut commencer la génération de code. Alors, il ne s'agit pas ici exactement de générer de l'assembleur directement. En fait, on va générer une représentation intermédiaire, Intermediate Representation ou IR, qui est en général assez proche de l'assembleur, mais qui va quand même garder un certain niveau d'abstraction. En général, c'est multiplateforme. C'est particulièrement le cas de tous les compilateurs qui se basent sur l'infrastructure LLVM, puisque l'IR de LLVM est un langage à part entière, codifié, qui est, comme je disais, très proche de l'assembleur, mais qui garde un certain niveau d'abstraction. Il y a encore des données de typage, et surtout, il n'y a pas d'allocation de registre pour rester multiplateforme. L'avantage de ce système, c'est qu'on a quelque chose qui est générique pour tous les programmes, et qui va quand même permettre derrière de conserver suffisamment de métadonnées pour pouvoir appliquer les optimisations, qui sont toutes les passes suivantes. Alors, là, c'est vraiment ce que je pense être la partie la plus intéressante du compilateur, parce que là où tout ce qui était avant, c'est plus ou moins de la traduction, on prend le code et on le laisse passer tel quel aux étapes d'après en le transformant, les optimisations, elles vont vraiment transformer notre code en quelque chose de théoriquement mieux. Et c'est pour ça que je pense que si on sait comment ça marche, on peut écrire du meilleur code. En tout cas, du code qui sort du meilleur code machine à la fin. Et histoire de mieux vous expliquer ce que je veux dire, je vais prendre un exemple en particulier, c'est cette ligne-là. Alors, c'est pas évident au premier coup d'œil, mais ça, c'est une multiplication par 2. Sauf que le développeur s'est dit, une multiplication par 2, c'est quand même lourd comme opération, alors on va être malin et utiliser un bit shift de un cran vers la gauche. Ce qui, en binaire, si on prend tous les chiffres et qu'on les décale d'un cran vers la gauche, effectivement, c'est équivalent à une multiplication par 2. Sauf que, dans la plupart des compilateurs modernes, effectivement, on est capable de reconnaître très facilement une multiplication par 2, c'est quand même complètement con comme opération, et on peut l'optimiser en un bit shift de un cran vers la gauche, sur les architectures pour lesquelles c'est pertinent. Parce que des fois, ça va plus vite d'additionner deux registres ensemble. En effet, sur certaines architectures, pour faire un bit shift, on va devoir passer vers l'unité arithmétique du processeur, voire d'utiliser un barrel shifter, qui est un composant électronique très spécifique pour cet usage. Là où finalement, additionner deux registres, vu que c'est une opération très courante, elle est complètement optimisée dans le pipeline du processeur. Bon alors, pour cet exemple-là, ça n'a pas une grande importance parce que les compilateurs savent aussi reconnaître un bit shift d'un cran vers la gauche comme étant une multiplication par 2 et sont capables de le transformer en une addition. Mais là où c'est moins évident, c'est pour un lecteur. Comme je l'ai dit, c'est pas évident au premier coup d'œil de se rendre compte que c'est une multiplication par 2. Il aurait mieux valu la laisser, donc comme ça on comprend ce que le code fait, et le compilateur, lui, il sait faire son boulot. Pour en revenir au compilateur, justement, et aux optimisations. Donc j'ai parlé des optimisations arithmétiques, mais il y a aussi, sur des compilateurs modernes, ce qu'on appelle la détection des invariantes, c'est-à-dire la détection de certains faits qui sont constants, quels que soient les paramètres d'exécution du programme. Ça peut être souvent, en fait, de la détection de constantes. On va se rendre compte qu'une opération mathématique est toujours la même, et donc précalculer son résultat et l'inliner dans le code. Mais ça peut aller plus loin, par exemple, on peut se rendre compte qu'une boucle a toujours le même nombre d'itérations et donc la dérouler pour enlever des jumps dans le code final. D'ailleurs, vu que les programmes passent quand même le plus clair de leur temps dans des boucles, il y a pas mal d'optimisations qui tournent autour de celle-ci. Par exemple, si on ne sait pas détecter le nombre exact d'itérations d'une boucle, on peut quand même parfois se rendre compte qu'elles ont, mettons, un nombre d'itérations qui est toujours un multiple de 4, auquel cas il est possible de procéder à un déroulage partiel de la boucle à l'intérieur du corps de celle-ci, encore une fois pour enlever des jumps. On peut aussi à nouveau faire appel à la détection d'invariantes pour se rendre compte par exemple qu'une opération a toujours le même résultat quelle que soit l'itération et donc le déplacer en dehors de la boucle. C'est ce qu'on appelle le loop invariant code motion, ou encore de faire intervenir les optimisations arithmétiques pour par exemple transformer une multiplication en simple addition. On a aussi une autre catégorie d'optimisation qui concerne les fonctions. On y trouve par exemple le concept de hot zone qui consiste à placer toutes les fonctions appelées très souvent au début ou en tout cas au même endroit dans l'assembleur, ce qui diminue la distance des jumps mais surtout permet de tirer parti au maximum du cache d'instruction du processeur. A l'inverse, certaines fonctions rarement utilisées ou très légères peuvent être inlinées pour enlever complètement le coût d'un appel de fonction. C'est d'ailleurs ce que faisait V8 jusqu'à très récemment. De manière extrême, il allait jusqu'à inliner toutes les fonctions qu'il optimise. Bon, le problème c'est que ça cause un très très fort usage mémoire, du coup ça a dû être réduit sur les nouvelles versions de Chrome parce qu'il prend quand même 4 Go de RAM, le con. Bref, pour conclure sur les optimisations, je vais terminer sur ce que je disais sur les multiplications tout à l'heure. Le compilateur est un programme qui est conçu par des gens qui savent ce qu'ils font et qui fournira en général une meilleure optimisation qu'une altération du code à la main. Notamment parce que le matériel ne fonctionne pas toujours comme on le pense, mais je reviendrai là-dessus dans une future vidéo sur les GPU.
Et pour en revenir à notre schéma du début, il nous reste quand même une toute dernière étape, puisque si vous vous souvenez bien, les optimisations fonctionnent sur une représentation intermédiaire. On a donc une dernière génération de code final qui va simplement transformer notre IR en instruction machine. En général, c'est simplement abaisser les instructions vers leur équivalent x86 ou en ARM et procéder à l'allocation de registres. D'ailleurs, puisque je suis sur l'assembleur, je tenais à répondre à un commentaire de Philippe Ecurio qui disait à propos de ma vidéo sur les langages de programmation: le C et C++, langage de bas niveau, il aurait dit l'assembleur, j'aurais encore compris. Alors Philippe, merci de ton commentaire, mais permets-moi de t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Tout d'abord, un langage n'a pas besoin d'être le langage le plus bas niveau pour être un langage de bas niveau. Le C et C++, c'est comme des langages qui permettent de faire de l'allocation manuelle de mémoire, d'avoir des segfolds, voire de corrompre totalement la mémoire du programme si on se plante dans une opération avec des pointeurs. Mais au-delà de ça, je considère difficilement l'assembleur comme un langage de programmation. Certes, c'est Turing complet, mais au même titre que Excel, le CSS3 ou Pokémon Jaune. Ça n'a pas les features qu'on pourrait attendre d'un langage de programmation en 2017. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait coder en tout sauf en assembleur tant qu'on a le choix. Je pense avoir fait un peu le tour des compilateurs, mais comme je disais au début, du coup, comme c'est très large, j'ai essayé de généraliser au maximum, donc évidemment, tous les compilateurs ne fonctionnent pas comme ça, il y a des petites différences les uns aux autres, mais ça, voilà. Je pense que ça ne va pas vous empêcher de laisser un pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve entre maintenant et plus l'infini pour une vidéo sur les GPU. Donc, allez, à la prochaine.